Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un élément, d'une évolution devenue quasi essentielle aujourd'hui pour les bateaux qui veulent jouer les premières places, un appendice qui donne aux bateaux des réacteurs immergés, les foils. Du rêve d'Eric Tabarly aux gigantesques foils de Pirelli Prada, de la Lunarossa Prada Pirelli Team, en passant par les petits foils de Lecléache en 2016 et les gigantesques et magnifiques foils de l'Occitano-Provence d'un autre Armel, Tripon cette fois-ci. Vous saurez tout dans cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et sur ce, on y va pour la vidéo. Tout passionné de voile française connaît forcément Eric Tabarly, légende absolue du sailing, et pour les jeunes skippers français, naviguer à ses côtés était un privilège. Lamazou, Poupon, Desjoyaux, Lecam, Parlier et surtout Coste, un de ses plus fidèles disciples, qui fit le Vendée Globe 1990 à bord de Cacharel, qui n'est autre qu'en réalité le Penduic III de Tabarly, construit en 1967. Tabarly n'a en réalité qu'un seul rêve, voir les bateaux s'envoler. C'est alors qu'il apprend l'existence de l'hydrofoil, le fruit du travail de nombreux inventeurs. Pionnier des multicoques, Tabarly installe des foils sur son Paul Ricard. Il devient le premier à en faire usage en 1979 lors du lancement du bateau. Il terminera deuxième de la Transat Lorient-les-Bermudes cette même année en compagnie de Marc Pajot à 5 minutes 24 du premier. Dans le domaine du sailing, les foils commencent vraiment à se populariser grâce au trimaran de type hydroptère, leurs foils pouvant alors leur faire atteindre des vitesses complètement folles, pouvant aller jusqu'à 100 km/h. L'hydroptère est le pionnier de ceux-ci. Imaginé par Eric Tabarly, il fut construit par Alain Thébault en collaboration avec le chantier naval VPLP Verdier et un consortium d'ingénieurs et d'industriels français. Après 20 ans de recherche et plusieurs maquettes, Thébault réussit à construire un modèle à taille réelle en carbone et en titane, matériaux beaucoup plus légers et résistants. À son lancement, en 1994, l'hydroptère pèse 7 tonnes. En 1995, Tabarly commence à naviguer à bord du trimaran volant de ses rêves. Mais ce dernier ne pourra pas aller au bout de son rêve. Lors du convoyage de Penduic vers Fairlie, en Écosse, la légende de la voile française est heurtée dans la poitrine par une corne qui bat et est projetée par-dessus bord. Son corps sera repêché 1 mois plus tard et l'autopsie confirmera qu'il est mort de noyade suite à cet incident. Mais en cette même année de 1995, le trimaran casse son bras de liaison bâbord lors d'une séance vidéo en compagnie du Surcouf, frégate de l'armée française. C'est ce bateau qui va révéler au monde la puissance des foils. Le 9 février 2005 restera une date d'anthologie dans l'histoire de ces appendices. L'hydroptère bat le record de la traversée de la Manche. En 33 minutes seulement, le trimaran griffe la Manche à une vitesse moyenne de 33,33 nœuds, soit 61,7 km/h, et avec un temps plus court de 2 minutes 36 sur l'avion de Louis Blériot en 1909. Ce record sera éclipsé par un autre authentique exploit, le 24 avril 2007, lorsque le trimaran se voit décerner le record du monde de vitesse à la voile sur 1000 marins par le WSRC. Record battu grâce à la vitesse de 41,69 nœuds, soit 0,55 nœuds de plus que les précédents, détenu par le vélier-planchiste Björn Dunkerbeck depuis octobre 2006. Un autre record a également été homologué, 44,81 nœuds sur 500 mètres, mais il ne s'agissait que du record de la catégorie, plus de 300 pieds de carré de voilure, et non du record absolu battant le record établi par le catamaran technique avancé en 1997, alors à 42,12 nœuds. En 2007, l'hydroptère tente par 3 fois de battre le record SNSM sans succès. En 2008, le bateau est remis à l'eau à Toulon après 7 mois de modification, lui permettant de s'attaquer au record de vitesse sur l'eau par un engin propulsé par le vent. La cible est de 50 nœuds et les tentatives ont lieu à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Le 21 décembre, l'engin a dépassé les 55 nœuds mais s'est planté dans une vague avant les 500 mètres, permettant d'homologuer le record. Victorieux en 2009 sur le record absolu de vitesse à la voile sur 500 mètres et le 1000 nautique, l'hydroptère se tourne vers le large dès 2010. Après 2 tours d'Europe qui le ramenaient au nord de l'Allemagne, à Kiel, et à l'Italie,
En passant par Cowes au Royaume-Uni et Gibraltar, l'hydroptère DNCS, rebaptisé du nom de son nouveau sponsor titre, DNCS, est transféré en Californie au printemps 2012. Mais pourtant, les foils ne sont toujours pas présents sur les IMOCA. Cela ne tardera pas. En 2016, ils sont 7 bateaux. 7 bateaux à prendre le départ du Vendée Globe avec un bateau muni de petits foils. Armel Lecléache et son Banque Populaire 8, Alex Thompson et son Hugo Boss, Jean-Pierre Dick, muni de son Saint-Michel Virbac, Sébastien Josse sur un groupe Edmond de Rothschild et Morgan Lagravière sur son beau Safran 2. Lecléache remporte le Vendée, Thompson termine 2e, Bayou 3e et Dick 4e. Erema se termine avant-dernier. Et Josse et Lagravière durent abandonner à cause d'une avarie de foil pour le premier et d'un safran rompu pour le second. 4 ans plus tard, en 2020, les foils sont au centre de toutes les attentions. Ce sont eux qui font toute la différence et qui permettent aux bateaux de devenir des bolides. De nouveaux foils se sont mis en commerce, mais ceux-ci sont 3 fois plus grands que les petits de 2016. Ils peuvent être en L, comme ceux du Sea Explorer Yacht Club de Monaco de Boris Herman, ou en C, comme les magnifiques foils de l'Occitane en Provence, bateau d'Hermel Tripon. Bestaven crée la surprise générale et s'impose en 80 jours avec ses foils de 2016, alors que Dalin termine 2e. Il y a tellement de choses difficiles dans un Vendée Globe. Le Vendée Globe, c'est dur, on croit avoir pensé à tout imaginer, et on doit aller chercher des ressources bien profondes en soi. Et ce qui est dur, c'est le stress avec ces bateaux qui sont violents, qui sont stressants, bruyants, vivre en permanence sur le qui-vive, à l'écoute du bateau, dans des conditions difficiles, l'humidité, le froid. La solitude parfois aussi, il y a plein de choses qui sont difficiles en Vendée Globe. J'ai l'impression de vivre un rêve, d'halluciner quoi. Là, c'est bizarre, hein, on passe de la solitude totale à ça quoi. À cette fête, ces lumières, ces gens qui sont là malgré le contexte compliqué. Ouais, c'est un bonheur, je réalise pas encore ce qui se passe, je suis encore toujours dans ma course alors que c'est terminé, mais ouais, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Ouais, Charlie! D'avoir franchi la ligne en tête de ce Vendée Globe 2020-2021. Voilà, ça a été une sacrée course, une sacrée aventure. Il y a eu plein de rebondissements, j'ai eu des hauts, des bas, eu pas mal de bricolage aussi. Mais non, c'est une super expérience quoi. Voilà, j'ai traversé l'océan Indien, le Pacifique, j'ai franchi mon premier Cap Horn. La course a été belle, il y avait voilà, une super bataille avec Thomas, avec Louis à la fin, avec Yannick. Voilà, c'est vraiment une course magique quoi. C'est sûr que elle m'a changé. Je sais pas de quelle manière encore, mais voilà, je pense qu'elle m'a. C'est tellement d'émotions, c'est des émotions incroyables quoi, des émotions d'une force que j'avais jamais ressentie quoi avant quoi. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, j'ai franchi la ligne d'arrivée en tête, et ça c'est génial, ça c'est top. Et après, bah
Voilà, les line owners, comme disent les Anglais, les honneurs de la ligne, elles sont pour moi. Et puis après, voilà, le reste, ça sera que du bonus en fonction de ce qui se passe. Burton, lui aussi doté de Foyles génération 2016, son bateau étant celui de Lecléache, qui l'avait mené à la victoire en 2016 justement, termine 3e. Une grande joie évidemment de retrouver les proches, de savoir d'où on revient. Je sais qu'il y a un truc qui m'a toujours accroché au moment où j'allais abandonner, c'était de penser à mes deux petits nous qui sont tout jeunes et qui avaient absolument pas envie que j'abandonne parce que je pense qu'ils avaient peur que ce soit la honte à l'école, tu vois. Herman 5e, Ruyant 6e, Pédoté 8e, doté lui aussi de petits foils, Ahamon, Tripon 11e, Bayou 13e, Boissière 15e, Shiraishi 16e, Roura 17e. Mais des foilers ont aussi abandonné. Troussel sur des matages, Thomson sur une avarie de safran, Escoffier dont le bateau a coulé, Simon suite à un choc avec un OVNI, Samantha Davis pour la même raison, Amedeo pour une panne totale d'informatique et Joschke pour la rupture du vérin de quille. Les grands foils ont du mal à s'imposer et cela se ressent, en atteste le classement. Ils ne sont que 3 dans le top 10 alors que 3 foilers première génération, dont le vainqueur et le 3e, et 4 bateaux à dérive occupent les autres places. Pour la Coupe de l'América 2021, Team New Zealand, le vainqueur, choisit de mettre en place l'AC75. 75 en référence à sa longueur, 75 pieds, soit 22,86 mètres, une Formule 1 des mers dotée de foils surprenants mais surpuissants et dépourvus de quilles. En configuration de course, le foil sous le vent est dans l'eau et génère la portance qui permet de faire voler le bateau des 7 à 8 nœuds de vent. Le foil au vent étant relevé pour contrer la gîte. Cette configuration unique permet l'absence de quilles. Team New Zealand s'est imposé pour la 2e fois consécutive face à l'équipe italienne de Lunarossa Prada Pirelli Team sur son magnifique Pirelli Prada. Et mon petit doigt me dit que ces appendices n'ont pas fini d'évoluer. Voilà, cette vidéo est dès à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a énormément plu d'être avec vous. Elle m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai appris pas mal d'infos sur les foils lorsque je l'ai écrit. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Gothic. Ciao, ciao. Bye.